Il était 23h30, ce 9 novembre 1989. Ordre de tirer, ils ont ouvert. Harald Jäger regardait ses hommes. 25 ans de service derrière lui. Des ordres clairs toute sa carrière. Ce soir-là, le téléphone sonnait dans le vide. Ses supérieurs ne répondaient plus. Devant lui, des dizaines de milliers de personnes scandaient, poussaient, réclamaient. Ses gardes ne pouvaient plus tenir. Il prit sa décision sans ordre, sans autorisation, sans protocole. Il leva la barrière. En l'espace de quelques minutes, le poste frontière de Bornholmerstrasse fut submergé. Les gens couraient, pleuraient, riaient. Certains n'avaient jamais mis les pieds à l'ouest. D'autres n'y étaient pas retournés depuis 1961. Et dans les heures qui suivirent, tous les autres postes frontières de Berlin firent de même. Le mur de Berlin venait de tomber. Non pas sous les coups d'une armée, non pas sous l'effet d'un accord diplomatique, non pas sous les ordres d'un chef d'État, il venait de tomber parce qu'un fonctionnaire avait mal lu une note de service. Et parce qu'un lieutenant-colonel avait pris une décision que personne ne lui avait demandé de prendre. 28 ans. 155 km de béton armé. 302 miradors. 140 morts officiels, tués en tentant de le franchir. Tout ça, effacé en une nuit. Par accident. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces 24 heures extraordinaires. Nous allons entrer dans la salle de conférence de presse où tout a basculé. Nous allons suivre Harald Jäger à Bornholmerstrasse, minute par minute. Et nous allons comprendre pourquoi la République démocratique allemande, qui avait survécu à 40 ans de guerre froide, s'est effondrée non pas sous les coups de ses ennemis, mais sous le poids de sa propre bureaucratie. La première chose à comprendre, c'est que le mur ne s'est pas fissuré le 9 novembre 1989. Il se fissurait depuis des mois. Retenez 2 mots pour la suite. Fissure et panique. Parce que c'est exactement ce qui décrit la RDA à l'automne 1989. Une fissure qui s'agrandissait depuis l'été, et une panique qui avait paralysé tout le sommet de l'État. Revenons quelques mois en arrière. En mai 1989, la Hongrie prend une décision qui semble anodine. Elle commence à démanteler les barbelés qui la séparent de l'Autriche. Pour la première fois depuis des décennies, une brèche s'ouvre dans le rideau de fer. Les Est-Allemands le comprennent immédiatement. Cet été-là, des milliers d'entre eux partent en vacances en Hongrie, comme chaque année. Mais cette fois, ils n'ont pas l'intention de rentrer. En septembre 1989, en l'espace d'un seul mois, plus de 50 000 citoyens est-allemands franchissent la frontière hongroise vers l'Autriche, puis vers l'Allemagne de l'Ouest. 50 000 personnes en 30 jours. C'est l'équivalent de la population entière de Strasbourg qui disparaît du pays en un seul mois. Et ceux qui ne partent pas manifestent. Le lundi 9 octobre 1989, à Leipzig, 70 000 personnes descendent dans les rues. 70 000. Les autorités avaient envisagé d'intervenir. Les hôpitaux avaient reçu des instructions pour se préparer à des afflux de blessés. Des unités étaient en position. Elles ne bougèrent pas. Ce moment est crucial, et on ne le souligne pas assez souvent. Le 9 octobre à Leipzig, le régime cligne des yeux. Il hésite. Et dans ce clignotement, toute une population comprend que quelque chose a changé. Si l'armée ne tire pas sur 70 000 personnes à Leipzig, elle ne tirera sur personne. La fissure venait de doubler de taille. 9 jours plus tard, le 18 octobre, Erich Honecker est renversé par son propre politburo. Honecker, qui dirigeait la RDA depuis 18 ans. Honecker, qui avait supervisé la construction du mur en 1961. Son propre parti le démet de ses fonctions et le remplace par Egon Krenz. Egon Krenz. Il faut s'arrêter un instant sur cet homme. Krenz a 42 ans. Il est le dauphin désigné d'Honecker depuis des années. Il arrive au pouvoir avec un seul objectif affiché, réformer le système pour le sauver. Il veut une perestroïka à l'Est allemande, un dialogue avec la population, une libéralisation contrôlée. Ce qu'il n'a pas, c'est le temps. Et ce qu'il n'a pas non plus, c'est la légitimité. Sa première apparition publique est accueillie avec des sifflets. La rue ne lui fait pas confiance. Le 4 novembre, 500 000 personnes se rassemblent à Berlin-Est. La plus grande manifestation de l'histoire de la RDA. Un demi-million de personnes dans une seule ville, dans un état policier. C'est un chiffre qui dépasse l'imagination. Krenz est au pouvoir depuis 16 jours. C'est dans ce contexte que le Politburo se réunit le matin du 9 novembre. La décision qu'il prend ce matin-là va changer le monde, mais pas de la façon dont ses membres le prévoient. La discussion porte sur les voyages. Depuis des semaines, la pression populaire réclame une seule chose, le droit de partir, de voyager librement, de voir l'Ouest. Le Politburo décide donc d'annoncer une libéralisation des règles de voyage. Concrètement,
Les citoyens est-allemands pourront désormais demander un visa de sortie et ce visa leur sera accordé. La procédure prévue est la suivante. Déposer une demande, attendre le traitement administratif, partir par un poste frontière désigné. Un assouplissement réel, mais ordonné, contrôlé, progressif. La mesure doit entrer en vigueur le lendemain matin. C'est là qu'entre en scène Günther Schabowski. Schabowski est membre du Politburo, responsable de la communication du parti. C'est lui qui sera chargé d'annoncer la nouvelle lors de la conférence de presse prévue ce soir à 18h. Krenz lui remet la note récapitulative des décisions du matin. Mais Schabowski n'était pas à la réunion du matin. Il a la note, il n'a pas le contexte. Il ne sait pas que la mesure est censée entrer en vigueur le lendemain. Il ne sait pas que des demandes de visa sont nécessaires. Il ne sait pas que des postes frontières spécifiques doivent être désignés. Il a un papier. Et dans quelques heures, il va lire ce papier devant les caméras du monde entier. Voilà le décor. Un régime de 40 ans qui tient encore debout, mais dont chaque pilier est déjà fissuré. Il ne manque plus qu'une étincelle. Ce soir du 9 novembre, cette étincelle s'appelle une conférence de presse. Il était 18h, ce 9 novembre 1989. La salle de conférence de presse du comité central du parti, à Berlin-Est, était bondée. Des journalistes du monde entier. Des caméras, des micros, une retransmission en direct sur les chaînes ouest-allemandes, captée illégalement par des millions de téléviseurs est-allemands de l'autre côté du mur. Günther Schabowski entra, posa ses documents sur le pupitre et commença à parler. Pendant 50 minutes, la conférence se déroula normalement. Questions sur la situation politique, réponses convenues, rien d'extraordinaire. Les journalistes commençaient à s'impatienter. Puis, à 18h54, Riccardo Herrmann, correspondant de l'agence de presse italienne ANSA, prit la parole. Il posait une question sur les nouvelles règles de voyage. Schabowski sortit sa note. Il la parcourut des yeux, il commença à lire. Les citoyens de la RDA pourraient désormais déposer des demandes de visa de sortie sans conditions préalables. Les demandes seraient traitées dans les plus brefs délais. Les voyages privés vers l'étranger seraient autorisés. Puis un autre journaliste, Tom Brokaw de NBC, l'interrompit. À partir de quand ? Schabowski marqua une pause. Il chercha dans ses papiers. Il retourna sa note. Il n'y avait pas de date. Pas d'heure. Pas de procédure. Juste la décision brute, sans son mode d'emploi. Il leva les yeux vers les caméras. Immédiatement, dit-il, sans délai. 5 secondes de silence dans la salle. Puis ce fut le chaos. Les journalistes se précipitèrent vers les téléphones. Les agences de presse envoyèrent leurs dépêches en quelques minutes. À 19h04, la chaîne ouest-allemande ARD interrompit son programme. Son présentateur, Hans-Joachim Friedrich, prononça une phrase qui allait entrer dans l'histoire. Ce soir, dit-il, l'Allemagne est le peuple le plus heureux du monde. Dans les appartements est-berlinois, les téléviseurs diffusaient la scène en boucle. Des familles regardaient, incrédules. Des hommes appelaient leurs femmes, des femmes appelaient leurs voisins. « Est-ce que tu as vu ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut vraiment partir ?» Schabowski, lui, rangeait tranquillement ses papiers. Il ne mesurait pas encore ce qu'il venait de déclencher. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'absurdité mécanique de ce moment. Le Politburo avait passé des semaines à préparer une libéralisation contrôlée. Demande de visa. Délai de traitement. Poste frontière désigné. Tout était prévu pour que le flux reste gérable. Et en une phrase mal lue, tout ce dispositif venait d'être court-circuité. Pas par un révolutionnaire. Pas par une puissance étrangère. Par un homme qui n'avait pas assisté à la bonne réunion. En moins d'1 heure après la phrase de Schabowski, davantage de personnes convergeaient vers les postes frontières berlinois que durant toute l'année 1988 réunis. Les gardes frontières commençaient à appeler leurs supérieurs. Les supérieurs appelaient les leurs. Et personne, à aucun niveau de la chaîne de commandement, ne savait quoi répondre. À Bornholmer-Strasse, Harald Jäger regardait ses écrans de surveillance avec une inquiétude croissante. Il était 20h. Bornholmer-Strasse était le poste frontière le plus proche du centre de Berlin-Est. Un pont, 2 rangées de grillages, des guérites, des miradors. Jäger était lieutenant-colonel des Grenztruppen, les troupes frontalières. 25 ans de service. Un homme du système, méticuleux, rigoureux, pas un dissident. Pas un idéaliste. Un fonctionnaire en uniforme qui avait passé sa carrière à faire respecter des règles. Ce soir, les règles ne s'appliquaient plus à rien. À 20h, quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le poste. Jäger appela ses supérieurs. « Que fait-on » Réponse : « Tenez bon. N'ouvrez pas. » À 21h, il y en avait plusieurs milliers.
La foule scandait en allemand. « Ouvrez la porte, ouvrez la porte ». Jäger rappela. Même réponse. Tenez bon. À 22h, les estimations de ces hommes sur le terrain parlaient de 20 000 personnes, peut-être plus. Le pont était noir de monde jusqu'à perte de vue. Les gardes, une vingtaine d'hommes, se regardaient sans rien dire. Ils n'avaient ni équipement anti-émeute, ni renfort en vue, ni ordre clair. Jäger rappela une troisième fois. Cette fois, il n'obtint pas de réponse. C'est à ce moment que ses supérieurs lui transmirent une instruction. Une instruction qui, dans la logique du système, devait résoudre le problème. Il fallait identifier les meneurs de la foule, les laisser passer à l'ouest, tamponner leur passeport avec un tampon spécial qui signifiait en code interne qu'ils avaient perdu leur droit de retour en RDA. L'idée était simple, décapiter le mouvement en se débarrassant de ses éléments les plus déterminés. Sans les leaders, la foule se disperserait. Jäger transmit l'ordre à ses hommes. Ils commencèrent à tamponner. Ce que personne n'avait prévu, c'est l'effet que ces tampons allaient produire sur le reste de la foule. Chaque personne qui passait avec un tampon dans son passeport était vue par des dizaines d'autres personnes derrière elle. Et ces dizaines de personnes tiraient une conclusion évidente. Ça marche. On peut passer. Il suffit de demander. La pression ne diminua pas. Elle doubla. À 23h, la foule avait encore grossi. Les estimations parlaient désormais de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur le pont et dans les rues adjacentes. Les gardes de Jäger étaient épuisés. Certains avaient peur. Pas une peur abstraite, une peur physique, concrète. Celle d'être submergé, piétiné. Jäger passa ses derniers appels. Il voulait des ordres. Il voulait qu'on lui dise quoi faire. Il voulait que quelqu'un, quelque part dans la hiérarchie, prenne la responsabilité de la décision. Personne ne répondit. La foule massée devant Bornholmer Strasse représentait à elle seule l'équivalent d'un stade de France rempli 3 fois. Et face à elle, une vingtaine d'hommes en uniforme, un lieutenant-colonel et un téléphone qui ne sonnait plus. À 23h30, Harald Jäger prit sa décision. Plus tard, dans des interviews accordées des années après les événements, il dirait simplement « J'ai pris ça sur ma propre responsabilité. Je ne pouvais pas laisser mes hommes se faire écraser. Et je ne pouvais pas tirer sur ces gens. » Il donna l'ordre à ses gardes de lever les barrières. Complètement, sans vérification de passeport, sans tampon, sans contrôle d'aucune sorte. La foule passa. En 5 minutes, la nouvelle se répandit à tous les autres postes frontières de Berlin. Les gardes, qui n'avaient toujours reçu aucun ordre officiel, virent ce qui se passait à Bornholmer Strasse et prirent leurs propres décisions. L'un après l'autre, les barrières se levèrent. Mais avant ça, il y avait eu ce moment. Un homme, seul, dans une guérite, face à des dizaines de milliers de visages. Qui avait décidé que l'histoire s'arrêtait là? Les premières personnes qui franchirent la barrière de Bornholmer Strasse ne couraient pas. Elles marchaient, prudemment, comme si le sol de l'autre côté pouvait se dérober sous leurs pieds, comme si quelqu'un allait crier « Stop, erreur, revenez », comme si 28 ans d'interdiction ne pouvaient pas s'effacer en une fraction de seconde. Puis elles réalisèrent que personne ne criait rien, et elles coururent. Sur les trottoirs ouest berlinois, des habitants sortis en pyjama tendaient des bouteilles de sect, le mousseux allemand qu'on boit pour fêter les grandes occasions. Des inconnus s'embrassaient. Des femmes pleuraient sans savoir pourquoi, ou plutôt en sachant exactement pourquoi. Des hommes regardaient autour d'eux, avec cet air égaré de quelqu'un qui vient de débarquer sur une autre planète, une planète qui s'appelle la Liberté et qui ressemble étrangement à une rue ordinaire de Berlin-Ouest. À Checkpoint Charlie, la scène était différente. Plus chaotique, plus électrique. Ce poste frontière était le plus symbolique, le plus photographié, le plus connu du monde entier. Des journalistes s'y étaient précipités dès l'annonce de Schabowski. Des caméramens grimpaient sur les toits des voitures. Les gardes est-allemands regardaient la foule avec des yeux qui ne comprenaient plus rien à ce qu'ils voyaient. Puis les premiers coups retentirent. Pas des coups de feu, des coups de marteau. Les Mauerspecht. C'est le mot que les Berlinois inventèrent cette nuit-là. Et il allait rester dans la langue. Les pics verts du mur. Des hommes et des femmes qui frappaient le béton à main nue, avec des marteaux de bricolage, avec des barres de fer, avec tout ce qu'ils avaient pu trouver dans leur cave ou leur garage. Le genre d'outils qu'on utilise pour accrocher un tableau ou réparer une étagère. Ces outils-là, cette nuit-là, démolissaient 28 ans d'histoire. Il faut s'arrêter un instant sur ce détail, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel. Le mur de Berlin avait été construit par un État. Des ingénieurs, des architectes, des milliers de soldats, des années de travaux. 155 km de béton armé, de barbelés, de miradors,
de chiens, de systèmes d'alarme. La puissance organisée d'un régime totalitaire, cristallisée en une structure de défense qui avait coûté des fortunes et tué des dizaines de personnes. Les premiers trous dans ce mur furent faits à coups de marteau de cave, par des anonymes en manteau d'hiver, sous les yeux de gardes qui ne savaient plus s'ils avaient encore le droit d'intervenir. À la porte de Brandebourg, la scène atteignit une dimension presque irréelle. Des gens grimpaient sur le mur. Sur le mur lui-même, à son sommet, là où 3 heures plus tôt une zone de mort s'étendait sur plusieurs mètres. Des silhouettes se découpaient contre le ciel nocturne, debout sur le béton, les bras levés, criant quelque chose qu'on n'entendait pas dans le vacarme général, mais qu'on devinait sans peine. Les gardes est-allemands présents sur place avaient reçu, dans la nuit, une consigne d'une clarté désarmante, ne pas provoquer d'incident. Ce qui signifiait concrètement ne rien faire. Regarder. Laisser. Ils laissèrent. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, on estime que 100 000 personnes franchirent les postes frontières berlinois et revinrent. 100 000 allers-retours en quelques heures. Aucun coup de feu. Aucune arrestation. Aucun incident grave. Le mur était toujours debout, mais il avait cessé d'exister. De l'autre côté, dans les salles du comité central du parti, la nuit ressemblait à quelque chose de très différent. Egon Krenz regardait la télévision. Pas métaphoriquement. Littéralement. Le dirigeant de la RDA, 18 jours après avoir pris le pouvoir pour sauver le régime, regardait sur un écran de télévision les images de ses propres citoyens franchir son propre mur. La réunion de crise du Politburo tournait à vide. Les téléphones sonnaient sans que personne sache quoi répondre. Les généraux attendaient des ordres. Les ordres n'arrivaient pas. À 2 heures du matin, Krenz comprit que c'était terminé. Il ne donna aucun ordre. Ni d'ouvrir, ni de fermer, ni de tirer, ni de reculer. Il ne dit rien. Il regardait. Ce silence est peut-être le moment le plus révélateur de toute cette nuit. 40 ans de régime est-allemand, 40 ans de parti unique, de Stasi, de contrôle absolu de la population, et au moment décisif, au moment où une décision aurait pu changer le cours des événements, la réponse du système fut le silence. Pendant ce temps, dans les rues de Berlin-Ouest, quelque chose d'inattendu se produisit aux premières heures du matin. Les gens qui étaient passés à l'ouest commençaient à rentrer. Pas tous, mais la majorité. Ils avaient traversé. Ils avaient vu. Ils avaient touché de leurs mains les vitrines illuminées, les voitures, les enseignes néons. Ils avaient reçu les 100 marks ouest-allemands que le gouvernement de Bonn offrait automatiquement à chaque visiteur de l'Est, une mesure qui datait de la division et que personne n'avait jamais vraiment cru devoir utiliser à cette échelle. Et ils rentraient chez eux. Parce qu'ils n'avaient pas voulu partir. Ils avaient voulu passer. Ce n'est pas la même chose. Ils voulaient le droit de choisir, pas nécessairement l'obligation de changer. Cette nuance-là, on l'oublie souvent quand on raconte la chute du mur. On imagine une fuite massive, un exode, une population qui tourne le dos à son pays. La réalité de cette nuit-là était plus subtile, et d'une certaine façon plus émouvante. Des gens qui traversaient une frontière pour la première fois de leur vie adulte, qui regardaient l'Ouest, qui achetaient parfois une banane ou une orange, des fruits qu'on ne trouvait pas facilement à l'Est, et qui rentraient. Dans certains quartiers de Berlin-Est, des familles qui n'avaient pas réussi à se retrouver pendant la nuit cherchaient leurs proches au téléphone. Des enfants avaient suivi leurs parents sans prévenir. Des personnes âgées s'étaient perdues dans la cohue. La joie de cette nuit avait aussi ce visage-là, plus ordinaire, plus humain. Au lever du soleil, le 10 novembre 1989, le mur était encore physiquement debout, à près de 90%. Mais politiquement, il avait cessé d'exister à 23h30 la veille, dans la guérite de Bornholmer Strasse, dans la décision solitaire d'un lieutenant-colonel qui n'avait reçu aucun ordre. Une nuit avait suffi pour effacer 28 ans. Mais ce que cette nuit avait créé, la réunification, ses espoirs, ses fractures, ça, c'était une autre histoire. Et elle commençait maintenant. Que devint le mur après cette nuit ? Il resta debout, physiquement, structurellement, debout. Pendant des mois encore, ces blocs de béton se dressèrent au milieu de Berlin, comme les vestiges d'un monde qui n'existait plus. On continuait de le voir, on continuait de le longer, mais plus personne ne le craignait. La démolition officielle commença au printemps 1990. Des engins de chantier, là où il y avait eu des miradors. Des ouvriers, là où il y avait eu des chiens de garde. Le dernier tronçon fut abattu en novembre 1990, exactement 1 an après la nuit de Bornholmer Strasse. 155 km de béton armé, réduit en gravats, en morceaux de souvenirs vendus aux touristes, en poussière. La réunification officielle de l'Allemagne eut lieu le 3 octobre 1990, moins d'1 an après la chute du mur.
Une vitesse qui stupéfia le monde entier, y compris beaucoup d'Allemands eux-mêmes. Helmut Kohl, le chancelier qui était dans Pologne le soir du 9 novembre et qui avait appris la nouvelle à la télévision comme tout le monde, devint l'architecte de cette réunification. Son pari était simple et audacieux à la fois. Aller vite, avant que les circonstances internationales ne changent, avant que l'Union soviétique ne se ressaisisse, avant que les alliés occidentaux n'imposent des conditions. Il alla vite. Maintenant, les chiffres. Parce que l'histoire de cette nuit a une arithmétique qui mérite d'être dite clairement. 28 ans. C'est la durée de vie du mur du 13 août 1961 au 9 novembre 1989. 155 km de long, 302 miradors, 20 000 soldats mobilisés à son pic pour le garder, et 140 morts officiels, tués en tentant de le franchir. Certaines estimations vont jusqu'à 200. Des hommes, des femmes, des enfants. Le dernier, Chris Gueffroy, avait 19 ans. Il fut abattu en février 1989, 9 mois avant la chute. 9 mois. Il y a dans ce chiffre quelque chose d'insupportable. Un homme tué en février pour avoir voulu franchir un mur qui tomba en novembre. L'histoire a rarement le sens du timing. Et puis, il y a l'autre arithmétique, celle du lendemain. Le coût de la réunification allemande entre 1990 et 2019 est estimé à 1600 milliards d'euros. 1600 milliards. C'est l'équivalent de 4 fois le produit intérieur brut annuel de la Belgique. Ou, pour le dire autrement, c'est environ 4 fois ce que la France consacre chaque année à l'ensemble de son budget de l'État. Cette somme astronomique fut transférée des Länder ouest-allemands vers les Länder est-allemands sur 3 décennies, pour tenter de combler l'écart économique creusé par 40 ans de séparation. Elle n'y parvint qu'en partie. Que devinrent les hommes de cette nuit ? Günther Schabowski, l'homme dont la phrase avait tout déclenché, ne fut jamais vraiment sanctionné pour cela. Comment sanctionner quelqu'un pour avoir, par inadvertance, libéré un peuple ? Il fut en revanche condamné en 1997 pour sa responsabilité dans les ordres de tir au mur en tant que membre du Politburo. Il fit une partie de sa peine avant d'être gracié. En ces dernières années, il accorda de nombreuses interviews. Il reconnut sa responsabilité dans les crimes du régime, il exprima des regrets. Il mourut en 2015 à 86 ans. Harald Jäger, le lieutenant-colonel de Bornholmer-Strasse, ne fut jamais sanctionné pour avoir ouvert les barrières sans ordre. Comment sanctionner un homme pour avoir évité un bain de sang ? Il continua de vivre à Berlin. Il donna des interviews, des témoignages, des conférences scolaires. Il raconta inlassablement cette nuit, ses appels sans réponse, sa décision, le flot de gens qui passa devant lui. Il dit souvent qu'il ne savait pas, cette nuit-là, s'il avait bien fait, que ce n'est que bien plus tard qu'il comprit ce qu'il avait évité. Egon Krenz fut condamné en 1997 pour homicide involontaire pour sa responsabilité dans les ordres de tir au mur donnés pendant les années où il était le numéro 2 du régime. Il fut libéré en 2003. Il vit encore aujourd'hui et il est l'un des rares dirigeants est-allemands à avoir publiquement défendu le bilan de la RDA jusqu'à ses dernières années d'activité publique. La RDA, elle, cessa officiellement d'exister le 3 octobre 1990, 41 ans après sa fondation. Elle laissa derrière elle une économie à reconstruire, une Stasi dont les archives révélèrent l'étendue vertigineuse de la surveillance, et des millions de citoyens qui devaient apprendre à vivre dans un pays qu'ils n'avaient pas choisi, avec des règles qu'ils ne connaissaient pas, dans une compétition économique pour laquelle personne ne les avait préparés. L'ironie finale de cette histoire est peut-être celle-ci. La RDA avait passé 40 ans à contrôler les flux de population, à construire des murs, des barbelés, des procédures, des tampons, des fichiers, à dépenser des ressources colossales pour empêcher ses citoyens de partir. Et en une soirée, en voulant gérer une pression par une libéralisation contrôlée, elle avait produit exactement ce qu'elle avait passé 40 ans à éviter. Le mouvement libre et spontané de son propre peuple. Pas sous les coups d'une armée ennemie, pas sous l'effet d'une révolution armée, sous le poids d'une note mal lue et d'un homme qui avait pris sa décision seul dans une guérite. Il reste, aujourd'hui, quelque chose de difficile à nommer autour de cette histoire. On l'appelle en allemand l'Ostalgie, la nostalgie de l'Est. Ce mot valise, né dans les années 1990, désigne quelque chose de plus complexe qu'un simple regret du passé. Ce n'est pas la nostalgie du mur, ni de la Stasi, ni de la pénurie. C'est la nostalgie d'une certaine façon d'être ensemble. D'une communauté forgée dans la contrainte, certes, mais une communauté quand même. D'un rythme de vie, d'une échelle humaine, d'une identité collective qui disparut presque du jour au lendemain. Les données économiques et sociales de 2025 montrent encore des écarts mesurables entre l'Est et l'Ouest allemand.
les salaires moyens restent inférieurs à l'Est. La représentation des originaires de l'Est dans les postes de direction des grandes entreprises, des universités, des médias reste disproportionnellement faible. Les résultats électoraux dessinent encore, sur une carte d'Allemagne, une ligne qui ressemble étrangement à l'ancien tracé du mur. Le béton est tombé, la fracture non. Ce n'est pas un constat d'échec. C'est un constat d'honnêteté. La réunification allemande reste, à l'échelle de l'histoire contemporaine, l'une des transformations politiques les plus rapides et les moins violentes qu'un pays ait jamais traversées. Ce que l'Allemagne a accompli en 30 ans est remarquable. Mais le mur de Berlin ne fut pas seulement une structure de béton. Ce fut une frontière dans les têtes, dans les familles, dans les trajectoires de vie. Et ces frontières-là ne se démolissent pas à coups de marteau. Le 9 novembre 1989, un homme avait levé une barrière. Le monde entier avait retenu son souffle. Et l'histoire avait tourné la page. Ce que personne ne dit assez, c'est que certaines pages, une fois tournées, laissent des traces sur la suivante. Le béton est tombé, la fracture, non.